Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Sméovision. Troisième Sméovision d'affilée et troisième adaptation de comics. Alors promis, c'est juste que là pour l'instant il y a beaucoup de choses qui adaptées de comics qui sortent. Oui, j'ai pas fait The Justice League Snyder Cut, je sais pas honnêtement si je vais le faire. Je me tâte, franchement, pas grand chose à dire là-dessus. Aujourd'hui nous allons traiter du cas de Wonder Woman 1984. Wonder Woman 84, enfin bref, il y a 84 dans le titre. Encore une fois, il y a une partie sans spoiler, avec spoiler, sans spoiler, pour ceux qui n'ont pas vu le film, qui veulent se faire une petite idée en gardant les éléments de surprise et de découverte intacts, et avec spoiler qui me permettra de revenir du coup sur des éléments du film, en approfondissant un petit peu et forcément en dévoilant des éléments d'intrigue. Donc sur ce, commençons. Bienvenue à la partie sans spoiler. Alors, Wonder Woman 84, toujours interprété par Gal Gadot. Jusque-là, comme dans les films précédents, il n'y a pas de différence de ce côté-là. Alors, commençons avec l'histoire. L'histoire, du coup, alors je vais pas vous la raconter parce qu'elle est assez particulière et dès le début, ce serait même vous spoiler. L'histoire en elle-même se tient bien la route, honnêtement. Je suis pas sorti du film en me posant des questions. L'histoire était cohérente, m'a paru logique, crédible. En gros, une histoire de comics, donc. Le truc, c'est que malgré toutes ses qualités, toutes ses forces, etc., j'ai vraiment eu l'impression, en fait, d'avoir déjà vu cette histoire ailleurs dans d'autres contenus, d'autres films, d'autres séries, peut-être des séries DC Comics, tu sais, je sais pas, peut-être Lois et Clark, peut-être Smallville, peut-être des séries du Arrowverse, peut-être des séries qui n'ont rien à voir avec DC Comics, mais peut-être d'autres contenus, pas chez Marvel, pour sûr, parce que j'ai les Marvel en tête, c'est pas les Marvel. J'ai vraiment le sentiment d'avoir déjà vu cette histoire. Mais c'est pas négatif en fait. Je veux dire, l'histoire est très bien en elle-même. Mais j'ai vraiment, à titre personnel, j'ai déjà eu l'impression d'avoir déjà vu cette histoire. Bon, tant pis, c'est pas grave en soi. Mais elle est très bien, attention, l'histoire en elle-même est très bien. Les interprètes sont très convaincants. On retrouvera des têtes connues, je vous dis pas qui, à part Gal Gadot forcément. Le reste du cast, c'est des gens qu'on a déjà vus dans d'autres productions, dans d'autres films, etc. Les interprètes sont très convaincants. La VF est très bonne, honnêtement. On y retrouve en plus des voix connues, pour le coup, et des voix très agréables, pour le coup. Je suis un fervent adepte de VF, donc pour le coup, moi, ça ne m'a pas sorti du film. Alors, je fais une petite parenthèse d'ailleurs au passage. La voix de Gal Gadot qu'elle a actuellement, je crois que c'est la même que celle qu'elle avait dans les Fast and Furious. Et je trouve, à mon humble avis, c'est vraiment, ça n'engage que moi, que cette voix-là, pour moi, elle est... c'est-à-dire, s'il devait y avoir quelqu'un pour succéder, par exemple, à Françoise Cadol, ce serait cette voix-là, en fait. Et en prime, c'est là que je me dis que Gal Gadot, elle aurait fait une parfaite Lara Croft, en fait. Et du coup, la voix est totalement crédible. Bon, c'est pas le sujet. Mais tout ça pour dire qu'honnêtement, les interprètes sont crédibles. Wonder Woman est moins dans ce côté naïveté, candeur qu'elle était dans le premier film. Cette fois-ci, elle est un peu plus active, un peu plus réfléchie, un peu plus mûre. En même temps, c'est normal. Je veux dire, le premier film se passait à l'époque de la Première Guerre mondiale. Le deuxième film se passe en 84. D'où son titre. Voilà. Donc, pour le coup, encore heureux qu'elle ait évolué. C'est logique, mais franchement, c'est cool. C'est très cool. Donc, de ce côté-là, j'ai rien à dire. Honnêtement, c'est très cool. Je regarde juste l'esthétique du film. Ah oui, alors, j'ai un petit carnet avec des choses notées dessus. L'esthétique du film. Le film s'appelle Wonder Woman 84. La bande-annonce nous vendait en fait un film qui se passait durant les années 80. On y voyait forcément ce qu'on appelle un mall. En gros, c'est une galerie commerciale américaine. Je m'attendais presque à voir Tante Robin chanter Let's Go to the Mall. Vous voyez, avoir Matthew Mother pour voir la référence. Alors, à part cette scène du début qui concrètement se passe dans un mall, alors ça s'écrit M-A-L-L, voilà, pour ceux qui... Voilà. Rien à voir avec Dark Mall, voilà. À part cette scène-là dans cette galerie commerciale, qui me fait beaucoup penser à la galerie commerciale dans Stranger Things, peut-être que c'est le format des malls qui sont comme ça aux États-Unis, je suppose. Je suis pas un expert, donc... à part cette scène-là qui concrètement transpire les années 80 et on sent le style graphique, en tout cas, même dans les premières minutes de réalisation du film,
on sent le côté années 80, même dans le film, d'une certaine manière, dans les costumes, dans les lieux, dans la narration, pas la narration, mais ce que me montre le film m'a rappelé certaines séquences, notamment de Superman 3, notamment, qui se passe aussi dans les années 80, forcément, et qui possède une esthétique très similaire. Vraiment, j'avais l'impression de voir ça, en fait, de voir un film des années 80 sur le début du film. Mais très vite, en fait, cette esthétique années 80, on s'en fout. C'est-à-dire que, après, on voit le reste du film, et mis à part quelques costumes, à aucun moment on se dit tiens, c'est un film des années 80. Je veux dire, on voit des acteurs, ils sont en t-shirt, tout blanc ou tout noir, ou d'autres costumes. En fait, on se dit ouais, à part le début du film, il n'y a rien qui me rappelle que ça se passe dans les années 80. Ah si, une Peugeot 504. Enfin, je crois que c'est une Peugeot 504. Demandez à Movie Car Central, ça a l'air d'être le spécialiste des Peugeot anciennes, de ce que j'ai pu voir. Mais concrètement, à part cette Peugeot en Égypte, rien ne me rappelait que c'était un film qui se passait dans les années 80. Voilà, donc... Si, un autre truc, il parle de Russie à un moment donné, je pensais qu'on aurait parlé d'Union soviétique, du RSS, et pas de Russie. Donc là aussi, je comprends pas tellement. Donc voilà, c'est tout. C'est pas... Je regardais juste... Alors... Si, autre chose. Il y a un truc qui pour moi un truc assez important, toujours sur l'esthétique du film. No spoil, hein, encore une fois. Là où la plupart des films DC Comics depuis Man of Steel essayent de montrer une ambiance très sombre, très... Alors en termes de couleurs, c'est très terne, à l'inverse d'un Marvel qui est peut-être un peu plus coloré. Les histoires sont un peu plus... quand on regarde Man of Steel, BVS, Justice League, etc., c'est très terne, c'est très sombre. Après, c'était peut-être la patte Snyder qui faisait ça. Même le premier film Wonder Woman était aussi très terne et sombre en termes de couleurs, etc. Je veux dire, ça dégueulait pas de couleurs. Là, j'ai l'impression de voir un Marvel en termes d'identité. J'ai pas l'impression de voir un film DC Comics depuis Man of Steel, en fait. J'ai l'impression de voir un Marvel. Alors que je rappelle qu'on est chez l'écurie concurrente, on est chez DC Comics, pas chez Marvel. Et je m'attendais limite à voir autre chose, mais là, non. Je sais pas, ça me gêne un peu. Même si concrètement, ce côté couleur, ce côté moins terne et un peu plus vivant d'une certaine manière, on l'avait aussi dans Shazam, donc du coup, peut-être que c'est la nouvelle direction des films DC Comics. Mais pourtant, Joker, qui ne fait pas partie de l'univers intégré à partir de Man of Steel, même Joker est un peu plus terne en termes de couleur, un peu plus proche, on va dire. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais il y a, en termes de design, de graphisme, enfin, on sent que ça pourrait être un autre monde, c'est moins coloré, ça se rapproche du monde présenté dans Man of Steel. Là, voilà quoi, sans plus. Donc bon, ça me dérange un peu. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai noté? Musique c'est fait, acteur c'est fait, histoire c'est fait. Ah si, alors, à l'époque, je m'en étais pris plein la gueule d'ailleurs. Je trouve que Wonder Woman 84, et même le premier Wonder Woman par définition, est un bien meilleur film que Captain Marvel. Alors on va me dire que ça n'a peut-être rien à voir. Si, c'est un film de super-héros avec comme personnage principal une femme. Forte. Le truc, c'est que là où Captain Marvel est un peu pédante et un peu prétentieuse, un peu hautaine, concrètement, parce que c'est le principe du « ouais, mais moi, pourquoi je peux pas le faire et pourquoi les autres, ils peuvent le faire ?» Ta gueule est réfléchie de pourquoi tu peux pas le faire, par exemple. Wonder Woman, dans le 1 et dans le 2. Alors, dans le 1, il y a ce côté candeur, naïveté, innocence, qui fait que dans le 1, elle découvrait le monde extérieur, par rapport à son île. Dans le 2, il y a eu plus de temps, il y a eu un plus large laps de temps entre les deux films, et dans Wonder Woman 84, qui n'est pas le 84e film, mais vous avez compris la blague forcément, dans Wonder Woman 84, il y a ce côté un peu plus mûr, un peu plus réfléchi. Elle a vécu, en fait, entre le premier film et le deuxième film. Diana a vécu entre-temps. Elle a vécu, elle a fait sa propre vie, elle a vécu ses propres aventures, elle était vivante, quoi, d'une certaine manière. Elle a vraiment pu faire sa propre histoire, d'une certaine manière. Elle a appris également, elle a peut-être appris de ses erreurs, qui sait. Mais, concrètement, c'est un personnage qui a évolué.
Et même au début du film, lorsqu'elle parle avec tel ou tel personnage, on sent une sorte de maturité. On sent qu'elle est capable de passer à l'action, elle est capable de pouvoir analyser ce qu'il se passe pour agir correctement. Le problème, c'est qu'elle est capable de perdre la raison, comme n'importe quel être humain sur Terre, parce qu'il peut y avoir une personne pour qui on a beaucoup d'affect, et qui malheureusement nous fait perdre la tête. C'est humain, ça, je peux pas lui enlever, c'est même très réaliste pour le coup. Pour moi, c'est une facette de Wonder Woman que, par rapport à ce film, je peux pas lui enlever. C'est même très très bien qu'il lui ait donné, qu'elle soit pas forcément une femme parfaite sur tous les points, et qu'au final, on se retrouve avec un personnage qui sait tout faire, qui a tout vu, qui connaît tout mieux que tout le monde, etc. Parce que c'était ça que j'aimais pas avec Captain Marvel, c'est parce que du coup, l'interprète est très féministe sur les bords, et que forcément, ça influe sur le personnage. Et on se retrouve avec un personnage qui est un peu prétentieux. C'est limite du style, les Avengers ont perdu contre Thanos, je ne suis pas une Avengers. Meuf, tu te prends pour qui? T'es pas Éowyn quand même. Enfin, si Éowyn peut faire ça face à un sbire de Sauron, c'est parce que Éowyn, elle porte ses couilles. Concrètement, elle est sur un champ de bataille. Captain Marvel, elle est hyper prétentieuse et hyper hautaine. Je suis désolé. Là où Wonder Woman, ben, elle sait que s'il y a un conflit, et ben, malheureusement, on est tous dans la même merde et qu'il faut vite se retrousser les manches, se salir les mains et passer à l'action. Et c'est ça que j'aime bien sur la Wonder Woman de Gal Gadot, c'est que j'ai vraiment trouvé, à titre personnel, ce côté-là. C'est pour ça que beaucoup ont peut-être un peu de mal avec Gal Gadot. Honnêtement, j'apprécie énormément l'actrice, en fait. Alors, je me suis mis en plus récemment à me mater l'intégralité de la saga Fast and Furious. Techniquement, Gal Gadot est présente sur le 4, 5, 6, et c'est tout. 4, 5, 6. Et ben honnêtement, ben, elle apporte quelque chose en plus. C'est pas juste une plante verte qui est juste là parce qu'il y a une plastique très belle, etc. Non, c'est une bonne actrice, elle est très convaincante, et honnêtement, ben, j'aime bien Gal Gadot en fait. Pour moi, c'est une actrice sur laquelle il va falloir compter dans les années à venir. Je pense. Enfin, j'espère en tout cas. Donc, concrètement, honnêtement, je l'ai même noté, les deux Wonder Woman sont des bien meilleurs films que Captain Marvel. Et alors, je risque d'être un peu méchant. Je préfère limite même me mater les 3 Star Wars Disney que de me remater encore le premier Captain Marvel. Oui, parce qu'il y a un 2 qui est prévu, c'est pour ça. Ouais, je sais, je suis très méchant. Bon, par contre, mon seuil de tolérance à la douleur a comme ses limites. Je préfère carrément me mater Captain Marvel que les Visiteurs 3. Voilà. Oui, c'est un running gag depuis 5 ans, mais c'est vrai, quoi, je suis désolé, quand même. Bon, nous avons fini du coup avec la partie sans spoiler, nous allons pouvoir passer à la partie avec spoiler. Je vous donne du coup rendez-vous au timecode si présent ici, pour du coup aller à la conclusion et avoir mon avis global sur le film. Bienvenue dans la partie avec spoiler. Bon, alors il y a un truc que je me retiens, oui, je regarde mes notes, hein, mais il y a un truc que je me retiens de dire depuis tout à l'heure. Parce que, techniquement, ce que je vais dire n'est pas un spoil, mais il est possible que si je le dis dans la partie sans spoiler, ça va forcément influencer sur le visionnage du film, et peut-être que ça va faire sortir du film certaines personnes. Moi, j'ai un problème avec ce film. Un problème assez global. C'est que ce film en lui-même, ben en fait, le lien avec les autres films de l'univers créé à partir de Man of Steel, ben en fait, on s'en fout. Concrètement, c'est un peu ce que j'appellerais l'effet Titanic. On connaît... Titanic, on connaissait la fin avant de voir le film. Le but du film, c'était de voir la conséquence, de comment tout est échappoté pour arriver à la conséquence du film. En tout cas, la conséquence du bateau. Là, c'est un peu l'effet Titanic. Pas totalement, mais c'est l'effet Titanic. C'est-à-dire que on a vu Diana présente à, alors je crois que c'est Gotham City ou Metropolis, en gros dans BVS, et par la suite dans Justice League. On sait qu'elle est vivante, on sait qu'il ne lui arrivera rien, qu'elle a toujours ses pouvoirs, pas de souci. Donc, concrètement, on sait qu'elle est Wonder Woman, on sait qu'elle le sera toujours plusieurs années après. Là, ce film se passe en 1984, soit l'équivalent de presque une vingtaine d'années, un peu moins d'une vingtaine d'années d'ailleurs, par rapport du coup à... même si, plus d'une vingtaine d'années, je suis en train de me dire. Bah presque 30 ans, presque une trentaine d'années donc, par rapport à l'histoire de BVS et de Justice League. Donc, par définition, moi j'ai un truc qui me dérange, qui me dérange beaucoup, c'est-à-dire qu'en fait, finalement les éléments du film, ben on s'en fout en fait. Parce que peu importe ce qui se passe, je veux dire avec Max Lord, je crois, je sais plus comment il s'appelle, le personnage interprété par Pedro Pascal notamment, ben en fait, on sait dans tous les cas que la Terre va continuer à être présente, à être vivante, on sait que les habitants seront toujours là, enfin, finalement en fait les éléments de ce film-là n'auront pas d'impact
avec le reste de l'univers à partir de Man of Steel. Donc, bah, finalement, ça me dérange un peu. Parce que le film, finalement, ne sert à rien. Donc, moi, ça me dérange. Ça me dérange même fortement. Donc, qu'est-ce que j'ai noté du coup ouais, donc l'absence de lien avec les films de DC Comics, finalement. En fait, le truc principal, c'est que si on prend que les films Wonder Woman 1 et Wonder Woman 84, enfin, Wonder Woman et Wonder Woman 84, donc le 1 et le 2, donc, bah, ça passe. Il n'y a pas de problème, hein. Je veux dire, vous avez l'univers Wonder Woman, pas de problème. Un peu comme, par exemple, vous avez, je sais pas, la saga Spider-Man de Sam Raimi, par exemple, si vous ne prenez que ces films-là, par exemple. Donc, en soi, c'est pas grave. Mais par contre, par le reste de l'univers DC Comics lié à partir de Man of Steel, ça pose problème, parce que du coup, ben on s'en fout. Ça n'a pas de lien en particulier, il n'y a pas des trucs qu'on retrouvera plus tard. Il y aurait un lien du style, tiens, un lien avec les Luthor, ou un lien avec, je sais pas, avec la famille Wayne, ou tiens, il y aurait un lien avec, potentiellement, un lien avec Gotham, Metropolis, n'importe. J'aurais dit, ok, ou même Central City, tiens, pourquoi pas. J'aurais dit, ok, pourquoi pas. Là, le problème, c'est que, oui, on voit, je crois que c'est, donc, encore une fois, Maxwell Lord, on voit Stag, à un moment donné, qui est aussi un nom important dans l'univers de ces comics. On voit donc, en gros, je crois que c'est Pamela, comment elle s'appelle, le personnage interprété par Kirsten Wiig, on en parlera après de Kirsten Wiig. On voit qui du coup devient par la suite Cheetah. Déjà, en plus, elle est même pas nommée dans le film, je crois. Enfin, en tout cas, dans la VF, elle est pas nommée. Mais on sait qu'elle est Cheetah, donc. Mais au final, bah sans plus, quoi. Concrètement, ça n'apporte rien de plus, ça n'apporte pas quelque chose... il se passe un début du film, une fin du film, et entre les deux, certes, t'as une aventure, mais elle a juste appris de ses erreurs par rapport au mensonge, la morale de l'histoire évoquée dans le flashback du début, notamment avec les fameux Jeux Olympiques des Amazones. Enfin, j'appelle ça comme ça, hein, c'est pas comme ça, ça doit être une épreuve qui doit avoir un nom, mais moi j'appelle ça les Jeux Olympiques des Amazones. Et concrètement, c'est juste pour lui inculquer cette morale qui lui servira de fusil de Tchekhov. D'ailleurs, en parlant de fusil de Tchekhov, l'armure, l'armure en fait, elle intervient à la fin du film. Chris Pine regarde l'armure, vite fait. Diana lui donne le lasso pour qu'il puisse voir un flashback de l'armure. Alors, le clin d'œil à 300 était génial, hein, parce que oui, on voit des Spartiates, du coup, nickel, oui, Zack Snyder, forcément. Le film est produit par Snyder, donc forcément. C'est nickel de ce côté-là. Moi, le hic, c'est qu'en fait, j'aurais bien aimé, en fait, que, par exemple, la gagnante de ces fameux Jeux Olympiques des Amazones, bah, j'aurais bien aimé, en fait, que y ait, justement, je sais pas, que la gagnante puisse revêtir l'armure, pour montrer un peu ce fameux fusil de Tchekhov, qu'à la fois il y ait l'armure, mais aussi la fameuse morale sur le mensonge. Se mentir à soi-même, être dans le déni, du coup. Il y aurait eu, du coup, un double intérêt à ce flashback, finalement, et préparer ça pour la fin du film. Tu dis, ah tiens, c'est vrai qu'il y avait ça au début du film. Ça aurait été nickel. Là, l'armure, elle sort un peu de nulle part, quoi. Voilà, c'est un peu mon problème, c'est que l'armure, elle sort de nulle part. Donc, et surtout qu'en plus, on s'en doute que l'armure, elle va servir qu'une fois, vu que par la suite, Diana ne l'utilise même pas dans BVS ou dans Justice League. Ça sert à rien. Et puis, voilà la solidité de l'armure, hein, en plus. Donc, bah, c'est un peu con. Et puis même, je m'attendais aussi à une bataille finale un peu plus puissante, un peu plus burnée. Alors, pas un Qui-Gon versus Dark Maul, ou un Anakin contre Obi-Wan sur Mustapha. Pas jusque-là. Ou au moins une bataille contre, je sais pas, peut-être pas contre Thanos, faut peut-être pas déconner, mais... J'aurais vu un petit combat style Tony Stark contre Steve Rogers et Bucky à la fin de Civil War. J'aurais vu une vraie bataille, un vrai truc. Là, non. Ouais, il y a un petit combat entre justement Cheetah et Diana, mais c'est tout. Ah bah merde. Je sais pas, j'aurais bien aimé un petit combat un peu plus sanguin. Et pareil, je veux dire. Maxwell Lord qui du coup avec cette fameuse pierre, c'est donc le vœu, c'est je veux être la pierre. Ok, d'accord. Donc il est devenu en fait la pierre lui-même, mais ça le consume de l'intérieur. Du coup, il a besoin de plus de vœux de la part d'autres personnes pour du coup avoir plus de puissance. Pas de souci, En tout cas, être voilà. J'aurais bien aimé qu'il y ait un truc un peu plus performant, un peu plus utile, dans le sens où concrètement,
il y a un effet papillon, c'est qu'en fait, la pierre puisse libérer le pouvoir de quelqu'un d'autre qui prenne possession de Maxwell Lord, et qu'au final, il y ait une sorte de conflit intérieur entre Maxwell Lord et ce quelque chose, qui finalement aurait pu... Enfin, il y aurait eu quelque chose, il y aurait eu une bataille entre lui, qui finalement aurait eu le corps modifié par tous ses vœux, qui finalement aurait été, je sais pas, un peu... je crois que c'est comme dans Fable, où finalement on fait des mauvaises actions, et finalement on devient presque une sorte de démon. Mais là, j'aurais bien aimé un truc comme ça, où finalement on voit des séquelles... On voyait à un moment donné les yeux de Maxwell Lord, parce qu'il était affaibli, etc. Il avait les yeux... Enfin, j'aurais bien aimé qu'il y ait quelque chose, mais là, à part, on voit le lasso accroché au pied de Maxwell Lord, et il entend son fils Alistair qui fait papa, 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 super mignon, mais j'aurais bien aimé quelque chose d'autre. Là, la fin, je reste un peu sur ma fin, pour le coup. Encore une fois, le film n'est pas mauvais, mais j'avoue que j'aurais bien aimé un peu plus. Après, le film a été un peu repoussé dû au Covid, donc peut-être qu'ils ont dû refaire 2-3 trucs au niveau du film. Ah oui, alors, deux petites choses. De un, l'ensemble du film possède les bandes noires au-dessus et au-dessous, comme beaucoup de films. Sauf que sur une scène du film, la scène vraiment finale, c'est-à-dire après le climax, après les éléments du film, Diana est dans une sorte de foire de Noël, donc déjà 5 mois plus tard. Je rappelle que l'histoire se passe entre le 3 et le 5 juillet 84. Là, cette scène-là, dans cette foire de Noël, se passe 5 mois plus tard. Déjà, pourquoi attendre 5 mois plus tard pour donner une suite à tout ça? Je comprends pas tellement. Et de deux, un truc qui me dérange, pourquoi cette scène, elle est en plein cadre et pas avec les bandes noires? C'est la seule scène du film qui, du coup, n'est pas avec les bandes noires, alors que le reste du film est avec les bandes noires. Pourquoi cette scène, elle est en plein cadre? Qu'est-ce que ça apporte? Et en plus, c'est pas comme si, potentiellement, le film se passe donc en 84, donc avec les bandes noires, et que du coup, imaginez, ça se passait à notre époque, et que du coup, ce serait en plein cadre en IMAX. Pourquoi en plus ça se passe en 84, au moins à Noël 84? Pourquoi il n'y a pas les bandes noires? Je me pose la question, par rapport au reste du film, je ne comprends pas, j'ai l'impression, ça sent le retournage, le reshoot de film, parce qu'il manquait une scène ou qu'il y avait un problème et qu'il fallait vite corriger le défaut. Moi je me pose la question sur cette scène-là qui, pour moi, par rapport à la globalité du film, c'est la seule scène qui du coup est en plein cadre sans les bandes noires, ça n'a pas de sens. Pourquoi? Quand un film comme Hunger Games, par exemple, passe des bandes noires, par exemple, à un plein cadre, c'est parce que du coup Katniss arrive dans le Hunger Games, dans l'épreuve du Hunger Games, et que du coup il faut un plein cadre. Ok, et que les scènes un peu plus calmes, en tout cas un peu plus d'exposition, sont avec les bandes noires. Je peux comprendre. Mais là, il n'y a rien qui justifie ça. On aurait eu un plein cadre pour le combat avec Cheetah ou face à Pedro Pascal. J'aurais dit ok, pas de souci. Mais là, comme il y a... je comprends pas. Vraiment, ça, c'est... Je me suis posé toutes ces questions après le film. Et même là, en fait, je me dis, ça n'a pas de justification cinématographique. Cette scène-là, en fait, elle sert à rien en plus. Ça sent vraiment le retournage d'une séquence parce qu'il y a eu quelque chose, peut-être dans la production, dans l'actualité, ou n'importe quoi, ou un problème avec une actrice, ou... je sais pas, honnêtement, je sais pas. Il y a cette scène-là à la fin, et ça n'explique pas les choses. Je comprends pas. Et en plus, pourquoi attendre 5 mois pour montrer les conséquences de, tiens, Diana qui voit une foire de Noël, et que, oh là là, le monde est enfin redevenu calme. Oui, super, mais pourquoi 5 mois? Ça n'a pas de sens. Je comprends pas. Attention, je m'emporte, hein, mais ça veut pas dire que le film est mauvais ou que cette scène est mauvaise. Non, c'est juste que moi je me pose la question et je comprends pas le pourquoi en fait. Donc voilà. Ah oui, et scène post-crédit qui ne sert à rien en fait, c'est juste du bonus. Mais en même temps, on n'est pas chez Marvel, on est chez DC Comics, donc forcément, faut s'attendre à ce que la scène ne serve à rien et c'est un peu dommage. La scène, c'est juste donc Asperia, celle qui possédait l'armure à la base, donc Asperia. Interprétée par Linda Carter, donc, qui est du coup présente. Alors du coup, dans la scène, on voit une femme brune, donc, de dos, on pourrait dire, tiens, c'est Gal Gadot qui marche dans un marché, donc. Mais non, c'était Linda Carter. Et en fait, ça n'apporte rien de plus, parce que j'ai pas entendu parler d'un Wonder Woman 3. S'il y en a un, pourquoi pas, je vois pas ce que ça pourrait foutre qu'elle soit présente. Et en fait, ouais, c'est cool, il y a Linda Carter, mais c'est pas nouveau. Je l'ai déjà vu depuis au moins Supergirl. Oui, parce qu'elle joue la présidente des États-Unis dans Supergirl. Donc, en fait, ouais, c'est du bonus. C'était mignon, c'est pour la blague, c'est pour le clin d'œil. Mais c'est tout. Bon, ok. Il y a une scène post-crédit, elle n'a aucun lien. Et je suis déçu parce que autant
La Snyder Cut est sortie après Wonder Woman 84, techniquement parlant. Mais il y a aussi, entre-temps, donc qui va sortir prochainement, The Suicide Squad de James Gunn, qui normalement fait aussi partie de l'univers, du coup, DC Comics. Parce qu'on y retrouve Margot Robbie, hein, techniquement. Donc, à moins que ce soit un reboot, ce The Suicide Squad, j'y crois absolument pas. On m'avait expliqué que c'était un reboot, mais bref. Ben, j'aurais pas été contre. Un petit lien, un petit truc, enfin je sais pas, non. Là aussi, limite, à croire que Warner et DC Comics ont décidé que ils englanderaient pas une, et que Warner c'est pas Disney, et que DC Comics c'est pas Marvel. Et en gros, vous voulez de la cohérence, vous allez vous faire voir et vous allez chez Marvel. Hein. Donc c'est un peu con, du coup. Voilà, c'est... bon. J'ai pas grand chose à dire de plus, hein. Si, alors j'avais noté. Le cas Kirsten Wiig. Alors, Kirsten Wiig, que j'avais vu du coup dans Ghostbusters version 2016, donc le féminin donc, elle y jouait le rôle d'une cruche, d'une godiche, très maladroite, dont tout le monde s'en fout, et limite on la bouscule, c'est parce qu'on l'avait pas vue, et voilà, elle passe totalement inaperçue. Au début du film Wonder Woman 84, elle faisait le même personnage. Et par la suite, à cause du caillou, et en fait, elle fait le vœu d'être comme Diana. Le problème, c'est que le caillou, il y a un effet papillon. En gros, tu fais un vœu, mais ça te coûte quelque chose au fond de toi. Et ça lui coûte quoi? Son humanité, sa gentillesse, son respect, etc. Et en fait, là, j'ai vu concrètement, c'est comme si finalement, ça prend tout à contresens en fait. On a l'habitude de la voir comme une cruche, comme une godiche, et là, on la voit, je vais pas dire comme une femme forte, mais c'est comme si elle changeait radicalement. Et ce changement est vraiment très intéressant. Vraiment, j'ai trouvé ça très cool. Parce que je m'attendais pas à ce revirement de situation. Et quand elle a compris ce que ça implique le vœu, elle était en mode, il est hors de question que je me sépare de mon pouvoir. Par contre, je veux prendre ce qu'on m'a pris depuis des années. Donc, et finalement, je dois admettre que son changement est vraiment très cool. Voilà, c'est pas l'un des meilleurs personnages du film, hein, mais vraiment, j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'étais assez surpris. Même si c'est l'une des rares personnes qu'on n'a pas vu renoncer à son vœu. Je veux dire, Pedro Pascal a renoncé à son vœu. Diana a renoncé à son vœu. Et le peuple mondial a renoncé à son vœu. Elle, c'est l'une des rares personnes qu'on n'a pas vu renoncer à son vœu. Pourtant, on l'a revu revenir à un état un peu plus humain à la fin du film. Mais même... Alors d'ailleurs, je suis aussi surpris de ne pas avoir vu de scène de transformation. Parce qu'elle voulait devenir, en second vœu, être la plus grande prédatrice du monde, je crois, ou un truc du genre. C'est bête, mais j'ai pas vu de transformation du coup. Voilà, c'était juste à souligner. Voilà. Bon, et je crois que j'en ai fini avec la partie avec spoiler du coup. Passons à la conclusion. Bienvenue dans la conclusion. Bon, alors, on va faire simple. À qui s'adresse le film? Concrètement, si vous cherchez un bon divertissement, un film de super-héros de qualité, je peux vous recommander le film. À titre personnel, j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un bon moment. On va dire que concrètement, j'ai été satisfait et j'ai pas eu cette impression qu'on s'est foutu de ma gueule. Donc, pour le coup, je peux recommander ce film. Néanmoins, avant de voir ce film, il est préférable d'avoir vu au préalable le premier film Wonder Woman. Seulement. Je sais que techniquement, il s'inscrit dans la continuité des films de la saga DC Comics à partir de Man of Steel. Mais là, concrètement, vous n'êtes pas obligé, comme avec Marvel, de voir 36 000 films pour être à jour. Ça, c'est l'avantage chez Warner. Donc, concrètement, le seul prérequis, ce sera d'avoir vu au moins le premier Wonder Woman, et c'est tout. Et après, du coup, ce Wonder Woman 84. Donc, puis-je recommander ce film? En toute franchise, oui. Je recommande ce film. Il est très sympa, il est vraiment agréable, honnêtement. Un truc que j'aime beaucoup avec Gal Gadot et avec justement sa Wonder Woman, c'est qu'à l'inverse de d'autres personnages dans plein de films, séries ou n'importe quoi d'autre, elle n'est pas hyper sexualisée. C'est ça que j'aime bien. On voit un personnage, et je pense que beaucoup de personnes peuvent s'identifier à Wonder Woman. Parce que dans le premier film, il y a ce côté enfant, candeur, naïveté, innocence. Dans le deuxième film, il y a ce côté un peu plus mûr. Limite, à plusieurs moments du film, elle agit comme une femme, comme une adulte, presque comme une mère de famille. Comme si elle était presque la mère de l'humanité. Alors c'est un peu
ok, j'exagère un petit peu, mais on sent un côté maturité. Et vraiment, je peux recommander ce film. D'ailleurs, c'est un truc qui m'a gonflé, c'est que j'ai parlé du premier Wonder Woman il y a quelques années à plein de personnes, dont pas mal de femmes, et à chaque fois, la critique qui revenait, c'était « Ouais, je veux pas voir ce film parce que l'actrice, elle est trop belle, et ouais, ça me fait complexer. » Excusez-moi, mais c'est quoi comme remarque à la con, sérieusement? Je suis désolé, hein. C'est comme si moi je me privais de voir, je sais pas, Thor, parce que Chris Hemsworth, il est trop beau, trop musclé, etc. Et que moi, ça me ferait complexer. Non, mais c'est pas un argument, sérieusement. Enfin, c'est... Je sais pas si on se rend compte de l'absurdité du propos. Enfin, en plus, en tant que film à part entière, le premier Wonder Woman est très honnête. Il est très intéressant, c'est un bon divertissement, c'est... Bah, on se fout pas de votre gueule. C'est un bon film à part entière. Si on oublie l'univers de ces comics, si on ne prend que le 1 et le 2, et ben honnêtement, ça reste totalement propre. Ça reste intéressant, ça reste de qualité. Bref, j'ai même envie de dire, comme Diana est en fait la princesse des Amazones, bah, c'est un film de princesse techniquement. Mais c'est un film de princesse où la princesse passe à l'action. C'est pas elle, la jouvencelle, à sauver. C'est elle qui sauve le monde. Et je trouve qu'en fait c'est un film à mettre, même, je sais pas, pour une petite fille par exemple, pour qu'elle puisse s'identifier à une héroïne comme Wonder Woman. Et vraiment, c'est génial comme film en fait. Les deux Wonder Woman sont très bien, parce que vraiment c'est une femme forte, qui évolue avec le temps. On sent d'ailleurs que l'évolution est palpable. Et il y a vraiment par exemple, pas des enjeux, mais il y a des enjeux, mais il y a ce côté responsabilité. On sent l'évolution du personnage, on sent qu'elle réfléchit, même si de temps en temps, il n'y a pas ce côté rationnel, parce que l'amour peut l'emporter sur la raison. Ça arrive, c'est humain. Je veux dire, même nous, en tant qu'être humain, ça nous arrive des fois, l'amour l'emporte sur la raison. Même Wonder Woman, ça arrive même au meilleur, ça arrive même au plus grand. Et concrètement, même quelqu'un peut être la kryptonite de l'autre, mais alors, quand je dis une kryptonite, c'est-à-dire qu'en gros, on perd toute rationalité, mais au profit de sentiments, au profit du cœur. Et Wonder Woman, c'est ça en fait. Et c'est ça que j'aime beaucoup sur les films avec Gal Gadot, c'est que ça parle à tout le monde. Et c'est ça qui est cool. Elle a réussi à vraiment apporter quelque chose à Wonder Woman. Là où par exemple la Wonder Woman du dessin animé La Ligue des Justiciers, voilà, c'était pas ouf non plus. Là, honnêtement, c'est cool. Franchement, c'est très cool. Franchement, l'actrice fait du très bon boulot. La comédienne de doublage qui fait la voix de Gal Gadot fait un excellent travail. Le reste du doublage VF aussi est très très cool. L'histoire se tient. Il y a 2-3 trucs sur lesquels on pourrait se poser des questions, mais finalement l'histoire se tient et le film se tient en fait. C'est un divertissement très honnête. Vous pouvez en avoir pour votre argent. Et au final, c'est un divertissement de qualité. Néanmoins, il faut voir le premier film avant pour comprendre certains éléments du deuxième film. Voilà, c'est le seul truc. C'est tout. Voilà. Voilà, c'est la fin de Sosméovision. Merci à vous toutes et à tous de l'avoir suivi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas du coup à la partager, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, n'hésitez pas du coup à laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du film, voire même de la vidéo. Je serais ravi de pouvoir en débattre de ça avec vous dans les commentaires. Je lis tous les commentaires, hein, donc n'hésitez pas là-dessus. Commentaire YouTube, hein, si possible, ne mettez pas un commentaire sur Facebook parce que je le verrai pas. Donc mettez-moi un commentaire dans la partie commentaire de la vidéo YouTube, ce serait plus logique. On se retrouve du coup très très vite pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. On va dire à la semaine prochaine pour le coup. Hein, à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos et pour peut-être un nouveau Sosméovision. D'ici là, portez-vous bien. Salut!